Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, mes chers amis, j'ai grand plaisir à vous accueillir ce matin au Creusot, ici dans ce lieu qui est le cœur de l'université, pour cet atelier sur le thème de la réindustrialisation, initié par la Fabrique de la Cité, que je remercie, notamment Arabelle. Le choix de ce thème n'est bien évidemment pas le fruit du hasard, puisque l'industrie structure ce territoire depuis 200 ans. Il me semble important de souligner un point, c'est que pas plus que les autres bassins industriels, nous n'avons échappé à la crise des années 80. Nous l'avons même prise de plein fouet, alors qu'à l'époque, la France avait pratiquement tiré un trait sur son industrie. Pour tout miser sur les services, nous n'avons jamais cessé d'y croire. Déjà une volonté forte au départ. Nous avons eu pour volonté inébranlable de redonner un souffle à notre industrie et humblement, nous pouvons dire que nous y sommes parvenus. C'est aussi le résultat d'une véritable volonté, mais c'est aussi parce que nous sommes au cœur de grandes infrastructures de transport. Et ça, c'est déterminant. Nous avons la gare TGV, vous avez pu le constater, certaines et certains d'entre vous sont sans doute arrivés par le TGV aujourd'hui, 1h20 de Paris, 40 minutes de Lyon. Nous avons aussi également le tracé de la voie ferrée qu'on appelle la VFCEA, la voie Centre-Europe Atlantique, qui traverse la France d'est en ouest. Et par ailleurs, la route, c'est-à-dire le pendant de la VFCEA, la RCEA, la route Centre-Europe Atlantique, qui nous permet de rejoindre facilement Nantes, Bordeaux, à l'ouest, et puis à l'est, notamment la Suisse, l'Allemagne, mais aussi l'Italie. Et puis je terminerai simplement parce que j'ai commencé mon propos en vous disant qu'on était au cœur de l'université, en vous disant que l'enseignement supérieur, la recherche, le développement ont joué un rôle déterminant pour le développement économique, industriel de ce bassin et de la communauté urbaine. Et ça, je pense que c'est fondamental pour bien asseoir une industrie sur un territoire et lui donner une perspective pour les années qui viennent. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, au nom de Pierre Copé, président de la Fabrique de la Cité, je tiens à vous remercier pour votre accueil et évidemment dans votre belle ville du Creusot et plus largement sur le territoire de la communauté urbaine de Creusot-Monceau. La Fabrique de la Cité, comme vous le savez, est ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire un lieu de rencontre, de débat, d'études, fondé par le groupe Vinci il y a une dizaine d'années. Et nos sujets de réflexion concernent aussi bien les questions de logement que de mobilité ou d'infrastructure dans une approche prospective et interdisciplinaire. Et il est vrai que dans le passé, nous avons davantage exploré les Toronto, Pittsburgh, Singapour de ce monde que nos villes moyennes. Et plus sérieusement, depuis 2 ans, nous avons rattrapé le temps perdu avec un programme ambitieux consistant à nous interroger sur la capacité des villes moyennes à s'insérer dans la mondialisation, à retrouver ou à maintenir leur attractivité. Tout simplement parce que nous sommes convaincus que c'est dans nos régions que se dessine l'avenir du pays, et singulièrement quand il s'agit de reconstruire le tissu industriel capable de tirer tout un écosystème vers le haut, ce que vous faites magnifiquement ici. Mais cette capacité, vous le savez, ne vient pas de nulle part. Elle s'ancre dans une histoire, dans une géographie, dans des ressources, dans des compétences, vous en avez parlé, monsieur le maire, et dans des infrastructures, évidemment. Et ce sont ces atouts territoriaux qui font toute la différence et que nous essaierons de mieux comprendre aujourd'hui sur place avec les acteurs de terrain que vous êtes. Alors évidemment, plus d'un siècle et 2 guerres mondiales ont passé. Les années 80 ont fait les dégâts que vous connaissez. Le charbon, le fer et l'acier ne suffisent plus à procurer un avantage compétitif durable aux nations ou aux territoires. Et pourtant, le bassin industriel du Creusot est toujours là, debout, et nous sommes impatients d'en savoir plus sur l'alchimie très particulière de ce territoire. Pour cela, sans plus tarder, et je la vois qui s'impatiente, je laisse la parole à Arabelle Chambrefoy, maître d'œuvre de cette journée, qui va nous donner
des précisions sur le programme qui nous attend. Merci beaucoup. On va commencer par une conférence ce matin qui va, je l'espère, donner quelques éléments d'explication sur peut-être les questions qu'on peut se poser sur la localisation de l'industrie aujourd'hui en France, le pourquoi du comment et surtout comment on peut imaginer l'industrie du futur. Elle vient, elle part, elle reste. Ce sont des questions que tous les élus normalement constitués se posent. Vous avez fait, il y a peu de temps, les assises nationales ici au Creusot, et vous avez développé un plan d'action sur l'attractivité, sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat, sur l'offre de formation, effectivement, pour les entreprises. Donc on voit bien que les sujets sont très importants. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'industrie n'est pas hors sol. Et je pense que le sujet de ce matin, c'est ça. C'est pourquoi une industrie décarbonée ou en voie de l'être s'installe ici au Creusot. Pourquoi elle a un avenir ici. Donc nous, on a choisi le Creusot pour des tas de raisons, mais le Creusot a quand même une double image, une image de puissance industrielle passée, une image de crise profonde dans les années 80 avec la fermeture du Creusot-Loire. Et aujourd'hui, il me semble qu'il se passe quelque chose au niveau industriel, peut-être un peu aussi à cause des mises de fonds de l'État avec France Relance. Je suppose quand même qu'au-delà de la performance et de l'excellence de l'écosystème que vous connaissez, il y a vraisemblablement la question de l'investissement et de la mise de fonds majeure que l'État fait ou ne fait pas dans certains territoires. Je voudrais juste vous citer quelques chiffres nationaux pour qu'on ait en arrière-plan quelques éléments d'appréciation. Dans un article des Échos du 31 mai dernier, on pouvait lire que l'année 21 avait marqué le retour d'une dynamique positive de l'industrie en France. 87 sociétés ont ramené des activités en France en 21. 176 projets d'ouverture d'usines ont été recensés contre 56 fermetures, donc bilan positif. Apparemment, toutes les régions en ont profité. 32 000 créations nettes de postes industriels. Et dans les facteurs identifiés, il y avait l'attrait du Made in France, la prise de conscience du risque de rupture des chaînes d'approvisionnement et le soutien de l'État avec 33 milliards d'euros injectés dans l'économie. Voilà, merci à vous et j'appelle Elsa à nous rejoindre. Merci. Bonjour à tous et merci d'être présents. Alors, nous allons maintenant passer à la table ronde qui va porter sur les enjeux de transition industrielle et notamment les enjeux de décarbonation et nous intéresser plus particulièrement au rôle des infrastructures dans cette transition industrielle. Sans plus attendre, je vais laisser la place à Monsieur Lagrange qui va nous présenter les enjeux de réindustrialisation du Creusot sous l'angle notamment des politiques d'aménagement qui ont été menées et de l'aide aux entreprises. C'est à vous, Monsieur Lagrange. Merci, bonjour à toutes et à tous. Pour compléter les propos de David Marty, bien plus jeune que moi, j'ai malheureusement vécu une époque ici pendant plus de 20 ans, professionnellement et ensuite comme élu, sur effectivement toute la reconversion de ces bassins industriels. Et donc quand je disais qu'en plusieurs années, on a travaillé sur la reconversion industrielle et économique de cette grande communauté urbaine, à la fois on travaillait effectivement sur le bassin du Creusot pour remettre en route, parce que les infrastructures existaient déjà, les usines existaient sur les mêmes métiers, l'énergie, les transports, le nucléaire, la métallurgie, la sidérurgie. Le terreau était encore existant. Et le rôle de la communauté a été de mettre en place ces infrastructures surtout. Rendre accessible pour chacune des entités qui sont devenues Alstom, qui sont devenues Areva, redevenues Framatome, pour d'autres bassins, d'autres bâtiments, leur rendre leur autonomie en réseau et en accès routier. Donc voilà rapidement pour le Creusot. Avec ce qui s'est passé sur le site où vous êtes aujourd'hui, je pense quelque chose qui est assez symbolique parce qu'on parle de réindustrialisation. L'industrie, elle ne va pas toute seule. Elle ne va pas s'il n'y a pas un bassin qui se reconvertit complètement. Et l'implantation de cette antenne universitaire a été un des éléments aussi d'attractivité et de renforcement de l'écosystème parce que je pense que beaucoup pourront en témoigner. On ne peut pas simplement faire fonctionner des usines. Il faut aussi des cadres et il faut aussi de l'enseignement. Et comme le disait David Marty, ici, on a un potentiel, notamment d'enseignement supérieur, qui accompagne bien sûr les besoins des étudiants, des jeunes, mais aussi des entreprises, avec des laboratoires, un IUT,
Le directeur pourrait en parler mieux que moi. Donc ça, c'était pour le Creusot. Parallèlement, aujourd'hui, on parle de friches. Je pense que le programme des friches, pour ceux qui étaient là à cette époque, le premier volume budgétaire, c'était réhabilitation des friches et des sites industriels et création de zones d'activité. Mais aussi, pour accompagner la reconversion, il a fallu créer de nouvelles zones. Et on a fait jouer les deux leviers, réindustrialisation sur site existant et extension. Ça nous amènera sans doute à parler des ZAN, de la loi ZAN, mais si à l'époque on n'avait pas eu cette possibilité, on n'aurait sans doute pas réussi à faire venir des entreprises étrangères, ou en tout cas qui ont un fort potentiel. Donc voilà, friche industrielle sur le Creusot, réindustrialisation, nouvelles zones d'activité, et sur Montceau-les-Mines, comme ça a été dit, un réseau plutôt de PME qui a su rebondir. Donc pour ceux qui aujourd'hui parlent de réindustrialisation, comme si maintenant on découvrait, derrière nous, on a 20, 30, 40 ans de travail qui ont été faits dans ce territoire, et qui, je le pense, portent leurs fruits, même si on a, je l'ai dit, des difficultés économiques. L'économie, ce n'est pas une courbe ascendante constante. Une spécificité peut-être, alors que je suis encore toujours président de l'agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté, une agence économique ici, qui s'est spécialisée dans les deux domaines. Le ferroviaire, dont parlera Didier Stamès, autour de Mécatim, est quelque chose qui fait plaisir à ma collègue de Montbard, dans la métallurgie des poudres, ce qui est assez logique quand on est au Creusot. Mais c'est pour vous dire qu'on a volontairement spécialisé cette agence pour travailler sur le développement de ces deux filières, comme on travaille aujourd'hui sur l'hydrogène, comme d'autres territoires. Voilà, merci. Eh ben, merci à vous, c'était très bien. L'aspect vraiment attractivité du territoire, j'aimerais qu'on y revienne après la présentation de Monsieur Bost, que j'aimerais bien que vous nous redonniez un petit peu espoir là, sur les leviers de la réindustrialisation. Il doit quand même bien en avoir en France. Alors d'abord, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. On va dire que la réindustrialisation, elle est en marche, incontestablement. Pendant longtemps, on m'a dit, Hugues, ma spécialité, que j'étais spécialiste, j'éteignais les lumières. Voilà. Parce que la désindustrialisation, c'est aussi celle des esprits. Et dans le monde académique, on a oublié la question industrielle. Ce qu'il faut voir, c'est quand même la France qui est le pays le plus désindustrialisé d'Europe. C'est difficile à dire, le plus désindustrialisé d'Europe. C'est un effondrement. Hein, nous sommes le pays qui a pris le plus à bras-le-corps, qui s'est emparé de cette expression de société post-industrielle, comme si on n'avait plus besoin d'industrie. Or, comme l'a dit très bien Pierre Veltz, on est dans une société hyper industrielle, bien au contraire, et on voit bien le changement de braquet. D'où vient le changement de braquet? On va dire que l'électrochoc, il commence dans les milieux spécialisés à partir de 2012. C'est le fameux rapport de Louis Gallois, où pour la première fois un fonctionnaire missionné par le gouvernement rend un rapport qui, sans appel, il emploie enfin le terme de désindustrialisation. Jusqu'alors, on était dans le déni le plus complet. Regardez les rapports de l'Assemblée nationale, du Sénat, on était dans les mutations, les bouleversements, les transformations. Quelque part, c'était positif, parce qu'on voyait finalement l'emploi glisser de l'industrie vers les services, comme il avait glissé auparavant, au 19e et dans la première moitié du 20e siècle, du secteur primaire vers le secteur secondaire. Donc on s'en était pas ému. Donc on a commencé à s'en inquiéter, et puis c'est allé croissant, notamment, alors il y a eu des précédents, avec la crise de 2007-2008, et puis l'élément qui a gagné l'opinion publique, et quelque part ça a été aussi providentiel de ce point de vue-là, c'est la crise de la Covid, qui a révélé notre dépendance absolue dans un certain nombre de domaines. Donc il y a eu un électrochoc. Et on voit que le terme de désindustrialisation a été dans toutes les bouches. On voit bien que même si la campagne électorale a été un peu, pas terrible, on va dire, sur l'échange des idées, néanmoins, c'était un des sujets majeurs, celle de la réindustrialisation. On a osé enfin remettre en avant des choses qui apparaissaient un peu ringardes, comme le Made in France. Je vous assure qu'il y a 10 ans, on faisait du Made in France quelque chose de ringard. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu tendance. Il y a aussi un élément très important, c'est un terme qu'on n'employait pas du tout, parce qu'il y avait des confusions, c'est le terme de souveraineté.
C'était un des grands thèmes transversaux de nos élus ou de nos candidats à la présidence. Mais il y a encore 3 ans, je vous assure, ça sentait le soufre parce qu'on faisait la confusion avec le souverainisme. Attention, c'est le discours de Marine Le Pen, on ne va pas employer le terme de souveraineté. Aujourd'hui, tout le monde emploie le terme de souveraineté. On parle de souveraineté européenne, de souveraineté énergétique, on aura l'occasion d'en reparler. C'est aussi un de ces nouveaux leviers. Donc on voit qu'il y a des outils, il y a un rattrapage qui s'opère, mais il y a des freins. On a parlé de la ZAN, mais il y en a un autre dans le cas français, surtout par rapport à l'Allemagne. C'est l'imaginaire industriel. Nous n'avons plus d'imaginaire industriel en France. Quand on va au salon de l'agriculture, on y va en famille. Moi-même, j'ai emmené mes 3 enfants à plusieurs reprises. Voilà. Bon, mais un salon industriel, vous n'y trouvez pas des familles. Donc il y a cette question de l'imaginaire qui est extrêmement complexe. Et ça se traduit par le fait que dans les familles, quand on pense à l'avenir de son fils ou de sa fille, on guide un peu ses enfants. C'est ce que je fais aussi, si vous voulez. Mais alors maintenant, il y a un regard qui évolue sur l'industrie. Parce qu'il y a l'industrie 4.0 qui est passée par là. Est-ce que pour autant, les parents vont dire à leurs enfants, va dans l'industrie? On a envie de parler d'électricité avec Madame Geoffroy, parce que là, on s'est beaucoup intéressé aux problématiques globales de l'industrialisation, de la réindustrialisation des leviers. Et là, dans cette seconde session, on va se pencher vraiment sur les questions d'infrastructure. Et du coup, je passe la parole à Madame Geoffroy, donc, de chez RTE. Merci. Alors, un petit élément de contexte. On a parlé de décarbonation, de réindustrialisation. Et pourquoi? Parce que Stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qu'est-ce que c'est? Horizon 2050, neutralité carbone. Qu'est-ce que ça implique? Une baisse conséquente de la consommation d'énergie, qui va donc baisser de 40%. Aujourd'hui, on est à 1600 TWh. En 2050, nous serons à 930. Donc, baisse de 40%. Sortie des énergies fossiles, mais corrélativement, il va y avoir une hausse importante de la consommation d'électricité dans le mix énergétique. Hausse, donc on est aujourd'hui, l'électricité est omniprésente dans notre vie quotidienne à hauteur de 25%. Demain, en 2050, on va passer à 55%. Le gouvernement a demandé à RTE de réaliser une étude dans le cadre de ces missions prospectives, de réaliser une étude sur le chemin des possibles pour arriver à cette neutralité carbone. Alors, si on parle de l'industrie, puisque c'était aussi le thème de la journée, l'industrie, ça représente en fait 16% des émissions de CO2 en France. Ces procédés sont partiellement électrifiés. Et donc, clairement, la poursuite de l'électrification, c'est un des leviers essentiels pour décarboner l'industrie. Aujourd'hui, donc, l'électricité, demain pourrait passer donc de 40% à 70% de la consommation finale dans l'industrie. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est finalement, avec quelle technologie peut-on produire toute cette électricité décarbonée? Donc, l'étude qui était réalisée par RTE, c'était justement de définir quels étaient ces chemins possibles et ce mix de production, c'est-à-dire quelle part d'énergie renouvelable, quelle part de nucléaire dans le mix de production énergétique. Alors, il faut savoir que, évidemment, l'ensemble des scénarios que nous avons retenus, ils garantissent tous la sécurité d'approvisionnement au même titre qu'aujourd'hui. Donc, on a 2 grandes familles de scénarios, les scénarios M et les scénarios N. Donc, si on commence par les scénarios N, c'est avec du nouveau nucléaire. Et les scénarios M, c'est uniquement avec des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à la fin de vie du nucléaire existant, mais on ne va pas en créer de nouveau. Très brièvement, les scénarios N, donc on a dit avec du nouveau nucléaire, ce qu'il faut retenir, c'est que le scénario N1, ça équivaut finalement à 8 EPR2 en 2050. Le scénario N2, c'est une accélération puisqu'on arriverait à 14 EPR2 en 2050. Alors pourquoi 14? Parce que finalement, 14, c'est le chiffre qui est sorti de la concertation par la filière. C'était le maximum que la filière a pu proposer. Donc on n'a pas été au-delà, puisqu'évidemment, l'objectif de nos scénarios, c'était d'être viable et vraiment de pouvoir atteindre la neutralité carbone. Et N03, en fait, c'est les fameux 14, mais en plus, on va aller au-delà puisqu'on va prolonger la durée de vie des réacteurs existants. Pour l'essentiel, à 60 ans et pour 7 ans, même au-delà. Donc là, il y a quand même un défi
et un pari technologique, puisque ça va être soumis quand même à l'autorité de sûreté nucléaire qui émet, qui fait des visites décennales et qui pourrait soumettre. Donc on n'a pas en fait de chiffres sur effectivement la durée, jusqu'à quelle durée on pourrait aller. Ce qu'il faut déjà souligner, c'est que même dans les scénarios N, il y a une part très importante d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement qu'on peut tirer sur les scénarios N. Concernant maintenant les scénarios M, donc là, c'est avec du renouvelable. M0, c'est la sortie du nucléaire complète en 2060, donc 100% d'ENR en 2060. Le scénario M1, c'est un scénario 100% ENR local, avec du diffus, et donc la projection, c'est un habitat sur 2 qui serait équipé d'un panneau photovoltaïque à horizon 2050. Et M03, c'est le scénario des grands parcs, qu'ils soient flottants, qu'ils soient terrestres, éoliens, photovoltaïques, qui permettraient des économies d'échelle. Alors, sur les enseignements sur le mix de production, je vous l'ai dit, dans tous les cas, il va y avoir un développement significatif des énergies renouvelables. Ça, il n'y a pas de contestation possible. Dans le cadre de la concertation, tout le monde était d'accord pour le dire, développement significatif des ENR. Maintenant, qui dit ENR, dit il va falloir développer des flexibilités. Alors, parce qu'effectivement, il va falloir pallier la variabilité des ENR. On ne produit pas au même moment, tout le temps, et ça ne répond pas forcément aux besoins de consommation à l'instant précis. Donc, le besoin de flexibilité, qu'est-ce qu'on entend par flexibilité? En fait, les flexibilités, ça permet de piloter le système électrique et de garantir la sécurité d'approvisionnement. Eh ben, merci Emmanuel, vous avez parfaitement tenu le timing. Je voudrais quand même passer la parole à Monsieur Roubalet, puisque on sait que dans certaines entreprises, l'électrification des processus sont plus complexes. Alors, je voulais, vous, Monsieur Roubalet, qui avez des locaux assez performants, est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore un sens, au vu de ce que vous venez d'entendre, d'entreprendre des initiatives d'efficacité énergétique, voire la mise en place d'ENR à l'échelle de locaux, d'un local d'entreprise? La souveraineté, on en parlait, on ne sait pas trop. Donc, dépendre de l'État, c'est bien. Dépendre de la collectivité, c'est pas mal. Ça permet d'être plus sur une fraternité. Et si on est tout seul et qu'on arrive à être souverain avec juste son énergie, c'est pas mal aussi. Donc, moi, j'ai fait le choix de dire, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais si j'ai possibilité de... Là, on est en train de construire une extension. Si j'ai possibilité d'avoir 100 kW crête sur mon toit et de ne pas dépendre de la ressource extérieure, je vais le faire. Ça, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, alors, je prends ma casquette de président de la délégation Saône-et-Loire de la Chambre de commerce pour vous traduire en gros ce que c'est. Aujourd'hui, il y a une chambre qui regroupe les deux départements 21 et 71. Faire une présentation simple, 21 et 71, c'est sensiblement le même poids économique. Et dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté, ça correspond à environ à 45% du poids économique régional de la grande région. Donc on a d'un côté la Saône-et-Loire avec plusieurs villes moyennes, avec un territoire industriel qui est assez diffus au niveau du territoire. On n'a pas de capitale. Et le 21, la Côte d'Or, c'est tout le contraire. On a un territoire qui est essentiellement agricole, avec une capitale au centre, qui est Dijon, avec une renommée internationale. Donc ça a du sens d'avoir lié les deux. Je suis arrivé dans le coin en 1998. Je ne savais pas que Montceau-les-Mines existait en janvier 1998. Et au niveau, et je vais faire la transition avec la diapo derrière, au niveau de mon choix, donc j'habitais à Toulouse, j'avais des possibilités d'aller trouver un boulot, j'étais salarié à l'époque. Et puis, quand j'ai regardé la carte de la France, alors, il ne parlait pas d'Internet en 98, et Montceau-les-Mines, j'ai découvert que c'était en fait à une bonne croisée de chemin, qu'il y avait une gare TGV qui n'était pas loin, qu'il y avait du fluvial, qu'il y avait plein de choses. Et c'était à peu près central au niveau de la France. Et quand on est à Toulouse, on est assez excentré pour aller un peu partout. Quand on est à Montceau-les-Mines, moi je travaille quand même pas mal avec l'étranger. Roissy, c'est à 2 heures. Lyon, c'est à 40 minutes. Voilà, on est au centre du monde. Sur ce territoire, au niveau de la Chambre de commerce, alors elle gère notamment 3 infrastructures portuaires. Une qui se trouve à Pagny, qui est dans le 21. On a le port de Chalon sur la Saône. Alors les 3 sont sur la Saône. Et Mâcon qui est un peu plus au sud. Donc en fait, on a un port et 3 quais dans le territoire.
Ce territoire, si on dézoome sur la vue juste avant, on est assez central au niveau de la France. Voilà, on est à mi-chemin entre des zones de l'Europe et ce mi-chemin, c'est la CUCM avec les 3 quais qui sont sur Pagny, Châlons et Mâcon. Et aujourd'hui, sont devenus des plateformes multimodales. Il y a à la fois du camion, du bateau et du ferroviaire. Depuis des années, les ports et le multimodal, on en parle, c'est une grosse vision de l'esprit, mais ce n'est pas viable. Il faut dire ce qui est. Et d'un seul coup, on met du Covid et puis la guerre en Ukraine, je vous l'ai appris tout à l'heure, et on s'aperçoit que finalement l'énergie, si on ne l'a pas, elle est très très chère. Et donc du coup, ça donne un petit peu de coup de pouce au fluvial, au ferroviaire et à la connexion, on parle du dernier kilomètre avec des camions. Et on a en France le plus gros possesseur de remorques qui va directement, des remorques de camions qu'on peut transporter et aller sur des chemins de fer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe à une vitesse fulgurante. Il y a plein d'avantages. On est sur du décarboné plus. On est sur du ferroviaire avec des infrastructures qui sont en super état, bien entretenues, avec un réseau très très propre grâce à la société Novium, notamment. Je fais de la pub au niveau du local. Et le multimodal permet de faire du transport de boîtes de Lego, qu'on appelle des conteneurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mondialisé. Donc, on arrive à Fos, on remonte jusqu'à Châlons, ou jusqu'à Mâcon, ou jusqu'à Pagny. Ça part sur un camion et hop, ça arrive à destination. Dans un sens et dans l'autre. Donc, on a quelque chose de plus rapide, qui est moins énergivore, qui consomme moins de ressources humaines, et qui est plus efficace. Et en plus, il y a moins de danger. Donc voilà, on n'a pas attendu, on s'est rendu proactif pour préparer l'avenir. Et effectivement, maintenant, on se retrouve dans un cas de figure où l'énergie explose au niveau du prix. Et tout ça, ça commence vraiment à prendre du sens. Les intérêts sont d'une partie pour le transport, les gens qui vont transiter entre le nord et le sud. Alors, nord et sud, est et ouest, parce qu'on a aussi du latéral. Et la deuxième chose, c'est un énorme levier d'attractivité pour les entreprises locales. Donc aujourd'hui, quelque chose qui n'était pas très envisageable il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, aujourd'hui, c'est indolore. Et on a beaucoup de marchandises qui transitent par ces wagons. On ne le sait pas forcément, mais ça, voilà, ça c'est la partie immergée de l'iceberg où, en fait, on est dans une activité de décarbonation sans vraiment le savoir, parce que les infrastructures, elles ont déjà commencé à évoluer. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Aubalet. Ce que je propose, parce que je voudrais que Monsieur Stenmes puisse faire sa présentation, il va vous présenter le projet Mecatim, surtout le projet ART2T. Donc Mecatim, le cluster a 3 commissions, une commission de développement de marché commercial, et une commission innovation et une commission assez traditionnelle, une commission formation. Donc, dans la commission innovation, on a un projet extrêmement ambitieux que l'on lance, qu'on a lancé à peu près depuis un an, qui est la construction d'une ligne d'expérimentation ferroviaire pour pouvoir tester des nouveaux éléments d'infrastructure. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'il y a une ambition de la filière ferroviaire de réduire les coûts de 30% des travaux, notamment des travaux, parce que ce qui coûte cher dans le ferroviaire, tout le monde sait qu'en termes d'émissions de CO2, c'est quand même un des transports les moins polluants, sauf pour ce qui concerne l'infrastructure. En fait, l'infrastructure, c'est le maillon faible de la partie ferroviaire, c'est comme les grands travaux. Voilà, donc ça émet beaucoup de CO2, et l'infrastructure, pour la construire et l'entretenir, elle coûte très cher. Donc, en fait, l'ambition de Mecatim Cluster, c'est de créer une ligne d'expérimentation qui sera basée entre Autun et Étang-sur-Arroux, qui est une ligne unique qui a été fermée par SNCF Réseau par manque d'attractivité, on va dire ça comme ça, en 2020, donc qui reste dans un état à peu près correct. Et l'ambition qu'on souhaite faire avec l'appui de l'ensemble de la filière, y compris SNCF Réseau, ce qui est quand même assez étonnant. La direction générale nous a écrit pour nous dire qu'elle
Elle était très à l'écoute de notre projet. Et en fait, ça va consister à faire 5 planches d'essai de 1 km pour pouvoir tester des nouveaux éléments d'infrastructure, de nouveaux rails, nouvelles traverses, nouvelles travelages de traverses, c'est-à-dire on va peut-être écarter, et en fonction des usages. Alors tout ça pour favoriser justement les lignes fines, y compris pour le fret, parce que comme l'expliquait Philippe, on a besoin d'avoir du wagon isolé. Donc on sait que l'usure de l'infrastructure ferroviaire, c'est à la fois la masse et la vitesse. Donc sur les lignes fines du territoire, on ne va pas aller à 300 km/h, on ira à 120 km/h, ce qui est déjà largement suffisant. Et on va faire du wagon isolé pour le fret, c'est-à-dire pour le rassembler sur le port de Pagny, sur le port de Châlons. L'usine de Michelin, effectivement, elle va affréter 2 wagons. Et 2 wagons, c'est pas lourd, ça va pas aller très vite. Donc aujourd'hui, les lignes fines du territoire n'ayant pas été entretenues, c'est la problématique du ferroviaire français. Le seul moyen qu'on a trouvé pour assurer la sécurité, c'est de ralentir le trafic. Donc on passe de 120 km/h à la plupart du temps à 60 km/h. Donc on met le double de temps pour passer d'un point A à un point B, dû à l'infrastructure. Mais après, l'infrastructure, pour la remettre en état à 120 km/h, elle coûte très cher dans les normes standards de la SNCF. Donc l'idée, c'est d'expérimenter, de permettre à des fournisseurs d'expérimenter des nouveaux produits. Tout ça va être, bien entendu, mesuré avec des laboratoires, notamment le CEREMA qui est basé à Autun, justement, donc qui est un laboratoire génie civil, qui est en plus spécialiste du ballast en France, et c'est basé à Autun, donc ça tombe bien. Donc voilà, et tout ça aussi en lien avec l'IRT Ralenium, qui est l'Institut de recherche technologique de référence pour le ferroviaire, qui va en profiter pour faire numériser tous les calculs de comportement des matériaux. Donc en fait, on va faire un énorme banc d'essai à l'échelle 1 pour pouvoir valider tous les algorithmes de simulation, d'études. Et tout ça est à destination des régions qui vont reprendre en main la gestion des lignes fines pour les aider à la décision. C'est-à-dire qu'en fonction de l'usage, on va pouvoir leur estimer des coûts d'investissement et d'entretien, les CAPEX, l'OPEX d'une ligne ferroviaire comme un bâtiment, comme on peut le faire pour un bâtiment, un lycée ou les choses comme ça. Donc c'est très ambitieux, c'est unique en France. C'est une proposition unique en France qui n'a pas tout à fait été intégrée par l'ADEME qui porte le PIA 4 sur ce sujet-là, parce qu'on ne remplit pas les cases du tableau Excel certainement correctement, parce qu'il n'y a pas une rupture technologique qui est identifiée, c'est des futures ruptures technologiques. En fait, on est en train de construire un banc d'essai à l'échelle 1. Merci.